Non, t'as peur, hein? Salut Younes, comment vas-tu? Tu vois, Pascal, ça va et toi? Ouais, grande forme. Alors, c'est moi qui fais l'intro aujourd'hui. J'ai su ça il y a 4 secondes et demie, donc pardonnez l'improvisation. On a déjà un peu débriefé. Younes a passé un excellent week-end, moi aussi. On ne rentre pas dans les détails. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez cool parce qu'on va parler des terres rares, qui en fait sont pas rares du tout. Et la manière dont on va procéder, c'est que je vais laisser Younes introduire le sujet. Et puis, on fait un peu le contexte. Et puis après, on va rentrer un peu dans les détails. À toi la parole. Avec plaisir. Merci, Pascal. Je pensais que tu allais nous balancer une petite anecdote ou quelque Bien chose, sûr, mais c'est pour après. aujourd'hui, t'es timide. Donc oui, il y a une grosse annonce qui est sortie le 10 octobre. Comme quoi, en fait, il y a des nouvelles restrictions sur les terres rares. Donc, la Chine qui contrôle 90%, 90% des minerais vitaux pour les iPhones, les Tesla, les data centers, et ben, soudainement, ils appuient sur pause. Donc, le 10 octobre, Pékin a durci ses contrôles d'exportation sur les terres rares. Euh, il y a le génial Trump qui riposte illico presto avec des tarifs à 100% sur tout ce qui vient de Chine. Donc, le résultat, c'est que les bourses ont plongé 3,6%. Nvidia n'est pas vraiment content. Et puis, l'Europe, d'où on est, on regarde les usines, on regarde notre économie s'essouffler. Et en gros, c'est une grosse annonce qu'ils ont fait la Chine parce que ça signifie que si par exemple maintenant tu fabriques tes iPhones et justement tu as des terres rares à l'intérieur et que si ça dépasse 0,1%, tu dois avoir une autorisation d'exportation de la Chine. Donc, en gros, c'est qu'ils te ferment le marché mondial. Après, Mhm. c'est vrai qu'il y a tellement de volume, il y a tellement de transactions qu'à contrôler, c'est très, très compliqué. Mais potentiellement, ils peuvent t'interdire de faire du business partout dans le monde. Mhm. Donc, Mhm. en fait, ils ont rajouté dans les terres rares, c'est 17 minéraux. Et ils ont rajouté justement à cette liste le néodyme, l'yttrium, gadolinium. Et c'est ce qui est essentiel pour les aimants permanents, les batteries, les puces et tout ce qui est green tech. Mhm. Donc, c'était quelque chose qui était qu'on savait en fait, hein, qu'on avait anticipé. Mhm. Et ça perdure depuis 2018-2020, donc les 792 jours de la première guerre froide 1.0 entre la Chine et les US. Et puis là, ça se prolonge. Et en fait, stratégiquement parlant, on voit que la Chine, ils sont très, très smart. Oui, ou les Américains très très bourrins, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement une guerre. Alors, c'est pas la Chine qui a mis le feu aux poudres, c'est le cas de le dire. C'est évidemment Trump avec ses tarifs de 100%. Donc là, ils sont en train de négocier, en fait, il ne va rien se passer de grave, hein. En gros, sur les marchés, il y a Nvidia qui tombe un peu, mais enfin bon, comme vous êtes ni son fondateur, ni employé chez Nvidia, ça vous angoisse, mais en fait, on s'en fiche complètement. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et vous allez continuer à pouvoir acheter des iPhones et des smartphones quelconques et des télés. Alors, peut-être juste un truc qui est intéressant, en fait. Les terres rares, déjà, c'est pas de la terre, ça se trouve dans la terre, mais ce sont des métaux. Ils sont pas tellement rares. En fait, il y en a pas mal dans la croûte terrestre. Mais le problème, c'est que contrairement, par exemple, à l'or, où vous avez des filons, des gisements, où vous avez de l'or très concentré ou assez concentré, là, en fait, les terres rares, elles sont vraiment réparties dans de la terre. Ce qui veut dire que il faut évidemment trouver un endroit où il y a une richesse de terres rares un peu plus grande. Et puis, en général, elles sont plus ou moins toutes ensemble. Donc, on extrait, par exemple, une tonne de terre qu'il faut tremper dans de l'acide pour dissoudre ces métaux. D'accord? Et puis, une fois qu'on a fait ça, il y a toute une série de… Donc, il y a l'extraction, il faut sortir les terres rares de la terre, mais on parle par tonnes, hein, parce qu'il y aura quelques grammes de terres rares dedans. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut encore séparer les terres rares entre elles, parce qu'elles ont des propriétés très similaires. Puis, pour les séparer, ben,
On n'y va pas à la Bruxelles, c'est toute une série de bains chimiques et de processus de raffinage pour augmenter la pureté. Surtout qu'après, comme c'est utilisé dans des choses comme l'électronique de précision, il faut que la pureté soit très, très grande. D'accord? Il faut que s'il y a une terre rare quelconque, il faut qu'elle ait un grand niveau de pureté pour qu'elle puisse bien fonctionner dans l'application qui est prévue pour. Alors, le problème principal des terres rares, et c'est pour ça en fait que les principaux gisements de terres rares sont en Chine, c'est pas parce qu'il y a des terres rares qu'en Chine, c'est parce qu'extraire les terres rares, ça pollue de ouf. Mais de ouf. Parce qu'il faut s'imaginer une tonne de terre. OK, on a extrait nos terres rares, mais la terre qui reste, c'est pas de la terre où on va aller faire planter des salades. C'est de la terre qui est passée dans des bains acides, dans de l'acide sulfurique, dans toute une série de choses. Et du coup, c'est extrêmement polluant. Et en plus de ça, les terres rares, elles sont souvent dans une concentration un peu plus grande dans des terres où il y a aussi de l'uranium. Ce qui veut dire, il faut s'imaginer quand on balance une tonne de terre dans une broyeuse, hein, on broie tout, on fait ça en petits morceaux, ça fait des poussières. Donc, si vous avez de l'uranium dans cette terre et dans ces cailloux, ça veut dire que la poussière que vous allez voir s'échapper comme ça à l'horizon, elle contiendra en fait des particules d'uranium. Donc, c'est extrêmement polluant à plein de niveaux. Et puis, une fois qu'on a fini d'extraire les terres rares, c'est pas qu'on peut prendre cette terre et puis la vendre au garden center du coin pour faire pousser des géraniums. Cette terre, il faut la mettre dans une piscine où en fait, elle touche rien parce qu'elle est polluée. Donc, extraire les terres rares, ça veut dire polluer énormément. Et c'est pour ça, en fait, que toutes ces mines sont en Chine. Il n'y a pas de miracle, hein. Il y a quelques gisements en Europe, mais la vérité, c'est qu'en fait, on n'en veut pas de ces extractions de terres rares. Tu dis, il n'y a que la Chine qui est prête à sacrifier. Oui, ils ont été d'accord. Les terres rares, ça a été découvert au 19e, 20e siècle. C'est là qu'on a commencé à comprendre en fait qu'il y avait ces métaux particuliers dans la terre. Et c'est en Chine qu'on les a exploités à l'échelle. Et c'est ça qui est derrière la technologie des écrans, derrière la technologie des aimants, derrière toute la technologie électronique, de la voiture électrique, etc., etc. C'est aussi très utilisé à cause des chips dans l'armée, dans l'armement, des systèmes de guidage. Donc, en fait, il y a toute une série d'applications high-tech et en gros, si tu n'as pas accès aux terres rares, tu n'as pas accès à la haute technologie. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que c'est super, super important, mais que… c'est super, Europe, super polluant. Super, super polluant, mais il y en a dans les chips, donc pour tout ce qui est intelligence artificielle, l'armement, entre autres, et que en fait en Europe ou enfin d'autres continents, on veut pas le traiter parce que c'est trop polluant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, alors pour le trade-off, il est en fait, intéressant, quoi. Voilà, imaginons tu es dépendant de la Chine à fond, alors que tu pourrais faire le taf, quoi. Ouais, mais si tu veux, le truc, c'est que la Chine, c'est aussi un bien plus grand pays. C'est très, très grand. Donc, tu peux avoir des endroits près du désert où c'est moins impactant, en fait, d'extraire des terres rares. Mais surtout, on n'a pas voulu faire le boulot et je doute que ce soit possible en Europe d'extraire des terres rares. Je vois non plus pas l'intérêt parce que comme on n'a pas d'industrie des chips… on en ferait quoi? On fait comme si on était dépendant des terres rares, mais on est dépendant des terres rares pour que ces terres rares soient vendues à des gens qui font des chips, pour que sur ces chips, on mette des logiciels, puis c'est après qu'on arrive. Tu vois, donc on est tout au bout de la chaîne. Donc de toute manière, je vois pas très bien l'enjeu pour l'Europe. Évidemment qu'on nous tient, mais on nous tient aussi parce qu'on n'a pas de minerai de fer, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas. On n'a pas non plus d'industrie du logiciel ou réellement du high-tech. Donc, c'est simplement une des couches. J'ai souvent évoqué ce millefeuille. Les terres rares, c'est vraiment la couche tout en bas. C'est le matériau de base qu'on utilise pour pouvoir le faire. Mais je ne sais pas pourquoi les gens se focalisent sur les terres rares alors que ce n'est pas de la terre, c'est du métal. Enfin, c'est assez étrange. On parle de cet élément de la chaîne de valeur comme si c'était le seul qui pouvait venir à manquer. Enfin, les Européens, ils ne font pas de chips pour l'IA non plus. Ouais. Ils doivent les acheter à des entreprises américaines. Donc,
Ok, c'est un peu en kikinant, mais c'est presque se jouer à se faire peur, je dirais. Ok, bah justement pour jouer à se faire peur, donc c'est cette annonce, hein, il l'appelle l'annonce numéro 61 du ministère chinois du commerce. Et donc la raison officielle, c'est sécurité nationale. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Ben, c'est Quand clair. même un Tu mot sais, assez fort, quoi. la plupart des membres du Parti communiste chinois, qui n'est pas très communiste, mais où ils font en fait cet assemblage entre la tradition confucéenne, une économie socialiste, mais aussi capitaliste. Et en fait, les mecs, ils sont triés sur le volet, ils sont bons et ils sont pratiquement tous ingénieurs. Donc, ils comprennent en fait Ouais, comment le monde fonctionne. Et puis, il y a un espèce de principe de réalité qui s'applique. C'est-à-dire que si tu n'as pas les matériaux de base, ben, tu peux pas faire monter ta société à Wall Street. C'est un moment, ça s'arrête. Donc, en fait, ils en reviennent à des choses tout à fait concrètes. Et puis là, c'est en fait une espèce de manière de montrer à l'administration américaine qu'en fait, s'ils mettent des droits de douane de 100%, donc ça veut dire doubler le tarif à la frontière, ben, ils vont payer d'un autre côté, parce que de dire qu'il n'y a plus d'export, ça veut dire que tu dois exporter ces matériaux au marché noir ou par des sources détournées, donc ils vont en fait, in fine, te coûter beaucoup plus cher. Et ça leur permet aussi tout d'un coup de faire des espèces de coûts dans la production. C'est-à-dire que si tout d'un coup tu arrêtes d'exporter certains matériaux puis que tu bloques des chaînes de production, ça fait que tu as ça, les industriels détestent parce que c'est des choses non linéaires où ça s'arrête, ça coûte très, très cher. Donc, en gros, ils menacent en fait, ils brandissent une facture. ouais, C'est ça qu'ils font, en fait, en menaçant enfin, en menaçant. Il y a une négociation maintenant jusqu'au 1er décembre sur les tarifs à 100%. Puis je pense qu'ils sont en train de dire, bon, ben, si tu fais ça, moi, je te fais ça, ben, moi, je te fais ça, ben, moi, je te fais ça. Puis au bout d'un moment, ils vont arriver à un accord. ouais, ça doit rentrer en vigueur le 1er décembre Mhm. et les 100% le 1er novembre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a Donc, dit? Trump, il a dit ça va aller, j'ai une super relation avec Xi Jinping. ouais, ben, heureusement. Et Non, mais ben, tant tu sais, mieux. c'est paradoxal parce qu'il dit j'ai une bonne relation, puis on arrive quand même à avoir ces petits coups comme ça, quoi. Bon, mais il négocie, si tu veux. Trump, c'est un mec de l'immobilier. Donc, en fait, il y a un projet, c'est les tarifs douaniers avec un grand pôle économique. Et puis, il met des cartes sur la table. Tu vas avoir un roi, une reine, un valet, un as. Et plus tu as de cartes sur la table, meilleures sont tes cartes, plus facile c'est pour jouer après, puis pour négocier. Mais je pense qu'à la fin, c'est une espèce de psychodrame préfabriqué, pas cher. À la fin, ils vont trouver un accord parce que sinon, la Chine, avec leurs terres rares, ils sont bien, quoi. Tu vas faire quoi? T'asseoir sur des kilos de terres rares pour rien faire? Ben non. Tu vois, c'est pas non plus viable pour eux. Donc, c'est un petit peu un poker menteur où chacun se menace de gripper le tout. Et puis, du coup, ben voilà, évidemment, les investisseurs, ils paniquent un peu, mais je pense que pour le Pékin moyen, ça n'a pas d'intérêt. Il y aura toujours des PS5, il y aura toujours des smartphones, et puis Netflix va pas s'arrêter. C'est OK. J'aimerais avoir ton opinion du point de vue de l'innovation parce on en parlait avant que c'était rare, justement, c'est des parties, c'est des composantes de tout ce qui est chips pour l'IA. Mhm. Trump, enfin, ils ont instauré les États-Unis le chip Axe, donc tu peux pas vendre trop de puces Nvidia aux Chinois. Les Chinois, ils ont rétorqué en interdisant ou vraiment en limitant l'achat de chips américaines et Mhm. en faisant la promotion justement des puces Huawei. Mhm. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que justement avec cet ordre 61, justement, que ça va freiner l'innovation américaine, justement, parce qu'ils auront moins accès aux composants et tout. Non, non, moi je pense que ce qui se joue, c'est un peu différent parce que si tu veux, les terres rares, en fait, elles ne sont pas utilisées dans les chips pour l'IA. Elles sont aussi utilisées dans les chips pour l'IA, mais elles sont utilisées dans toute l'électronique et la microélectronique donc il y en a dans ton Les aspirateur aussi. conducteurs, tout. Tu vois, oui, un aspirateur Electrolux, il a aussi un chip dedans. Il y a des écrans partout, c'est dans tous les écrans. Donc en fait, c'est la vie moderne qui requiert ces technologies.
Et je pense qu'ils font ça parce que la croissance économique américaine aujourd'hui, elle repose sur l'IA principalement. Si tu enlèves la croissance de l'IA dans le budget américain, bah, ce n'est pas du joli. Du coup, en fait, ils viennent menacer l'asset le plus sexy en fait, qu'ont les Américains en leur disant on peut aussi vous faire mal. Et c'est un peu une espèce de négociation où on dit attention, c'est tout le monde qui se tient par la barbichette. Tu vois, je te tiens, tu me tiens. Et du coup, il tape là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il tape là où il y a sur l'IA, parce qu'évidemment, c'est aussi nécessaire dans l'IA. Et du coup, si la Chine elle a la capacité de ralentir, de prétériter, d'empêcher un peu, de ralentir le développement de ces technologies, je pense que ça a deux intérêts pour eux. Le premier, c'est qu'ils peuvent négocier avec Trump sur ces barrières douanières, d'accord? Et puis la deuxième chose qui n'est pas inintéressante, qui n'est pas dite dans les médias, mais qui, à mon avis, la Chine y a pensé, c'est que s'ils arrivent à ralentir un peu la course à l'intelligence artificielle du côté américain, ça leur laisse aussi plus le temps de les rattraper. Bah oui. Parce que tout le temps, si tu veux, si Nvidia, pour fabriquer ces chips, bah maintenant, ils sont tous en train chez Nvidia de s'exciter pour savoir s'ils ne trouveraient pas. Ils essaient d'acheter des stocks de terres rares, ils essaient de les faire venir de Hong Kong, etc. Bah, du coup, quand tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Ça te déconcentre de ton objectif premier. Donc, ça met un petit grain de sable dans la chaîne bien huilée de l'innovation. Alors, nul doute que des compagnies comme Nvidia, ils vont réussir à gérer ça, mais n'empêche. Et puis même, Nvidia, ils font que du design, hein, ce n'est pas eux qui produisent, ce sera plutôt TSMC à Taïwan. Donc, je ne suis même pas sûr que ce soit Nvidia qui s'en occupe, mais le fait est que quand ils risquent de te manquer un produit important, ça te déconcentre, ça te décentre de l'innovation, puis tu innoves moins vite. Puis du coup, ralentir les Américains, je pense que si tu étais dans le pôle chinois, ça t'aiderait. Ce d'autant plus qu'ils ont sorti un nouveau modèle open source ce week-end qui est hyper bon. Donc, on voit bien qu'ils sont en train de se battre. Ouais, donc c'est très smart en fait. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, et ça me fait penser que leur plan, la Made in China 2025, donc ils avaient lancé en 2015 jusqu'à là, 2025, ils l'ont très très bien fait. Un plan sur 10 ans, ils ont réussi à dominer quoi. Leur position en 2015 et maintenant, elle a complètement changé, et que ça soit dans n'importe quelle industrie, que ça soit l'IA, les véhicules électriques, tout quoi. C'est toute la technologie en fait du 21e siècle. C'est qu'on remplace en fait une partie des fonctions cognitives humaines par du silicium. Et pour ça, il y a toute une chaîne d'approvisionnement, une chaîne technologique, un savoir-faire qui est très important. Le fait aussi que la Chine, elle privilégie un operating system qui n'est pas Microsoft, d'accord? On en a très peu parlé, mais c'est un truc énorme parce que ce qu'il faut toujours regarder, c'est ce fameux millefeuille, c'est-à-dire que tu as les terres rares, tu as les chips, mais après tu as la couche software qui permet de faire fonctionner tout ça et à la fin, les logiciels qui sont au-dessus. Donc oui, on parle des modèles, mais ça, c'est toujours une étape en fait de cette chaîne de valeur et il faut regarder l'ensemble des choses. Et là, clairement, la Chine, en fait, elle a vraiment un plan pour s'autonomiser en fait, et en tout cas réduire sa dépendance vis-à-vis des compagnies américaines, ce qui est normal en fait, parce que comme ils sont vus comme le grand rival des Américains, ils savent bien que là, ils vont se faire attraper. Et le fait que la Chine, elle mise sur un operating system qui ne soit pas Microsoft, c'est quand même un très gros signal parce qu'il domine depuis le début de la révolution de l'ordinateur personnel, du PC. Et le fait qu'ils attaquent cette couche, ce n'est pas du tout anodin. Ça veut dire que l'Inde va aussi s'y mettre. Tu vois, une fois que la Chine, elle utilise un operating system, tu as envie de l'installer pour voir comment ça fonctionne. Ils utilisent lequel, tu dis, pas Microsoft? Je ne sais plus. Attends, on va demander à Gemini. Après, tu parles d'operating system. Après, ils ont tout ce qui est indépendance en termes de paiement, de réseaux sociaux, aussi, ouais. où tu as tout sur WeChat, quoi. Mais ça, c'est la couche applicative qui est au-dessus, tu vois.
Par exemple, même si tu vas là-bas, tu n'as pas accès à Google, tu n'as pas accès à YouTube, tu n'as pas accès. Ils ont leur propre TikTok. L'operating system, c'est le système de Huawei Harmony. Ok. Ils auraient déjà 20% du marché. Ok. Donc, c'est un gros compétiteur. Hein, tu vois, 20%, c'est beaucoup. Windows, c'est toujours le premier, mais tu vois, ça met des pressions économiques de tous les côtés. Et ce qu'il faut vraiment bien voir, c'est qu'en fait, cette indépendance technologique, c'est pour ça que ça me fait tellement marrer quand l'Europe dit qu'ils vont devenir indépendants parce qu'ils n'ont aucune des couches. Tu vois, Ouais. bon, ok, quoi, tu vois. Voilà, ton indépendance, en fait, il faut vraiment intégrer tout ça verticalement. Et c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir s'y mettre. Et en Chine, ils ont ce plan qui tire depuis des temps et des temps, multi-années, 5, 10, 15, 20 ans, et ils ont ce plan, ce plan à long terme, en fait, pour devenir autonomes, et ils y sont, en tout cas, en partie parvenus. En tout cas, ils ont gagné une certaine indépendance, on va dire. Mais ça requiert d'avoir des assets à tous les étages, pas juste à un seul. Donc, tu penses que cette indépendance, nous, on ne pourrait pas l'avoir parce qu'on parle souvent de souveraineté Une chance. européenne, Je ne comprends pas le discours. Si tu veux, c'est comme de dire, c'est comme quelqu'un qui aurait, qui aurait 90 ans, qui pourrait plus marcher, qui te dit qu'en fait, il va se remettre au sport. Tu vas être bienveillant, On puis tu vas lui n'est dire, pas. si. Non, mais ça n'a aucun sens. En fait, la seule chose que tu peux faire, c'est viser le step d'après. Et puis, tu dois le faire sur 10, 15, 20 ans. Tu vois? Donc, on n'a pas la stabilité politique, en fait, pour faire un plan comme ça. On n'a pas non plus la taille, parce qu'en fait, c'est quand même encore l'État-nation qui fait loi en Europe. Donc, on n'a ni les institutions, ni le climat politique, ni la stabilité qu'il faut, ni la vision. Il ne s'agit pas uniquement de dire que ce serait bien si. Tu vois? Tu penses quoi justement de la boîte suisse Infomaniac qui, je crois qu'ils ont fait recours ou porté plainte, un Oui. truc comme ça, comme quoi la Suisse, ils n'auraient pas dû renouveler leur contrat avec les gens du cloud, les Microsoft, les Google, Oui. etc. Ben, ils se défendent avec les armes qu'ils ont. En fait, Infomaniac, c'est un super acteur local genevois. C'est vraiment des gens qui font du super boulot. C'est vrai. Mais si tu veux, il est assez certain que la Confédération, elle ne fait pas ça pour embêter. Elle fait ça parce qu'ils ont besoin d'un niveau technologique qui est très probablement plus élevé que ce qu'Infomaniac peut fournir. Et puis, ils n'ont pas non plus la taille. Je redonne ce chiffre. Il ne faut pas oublier que Google, ils investissent 75 milliards, donc 75 000 millions en CAPEX cette année. C'est quand même beaucoup d'argent. Et qu'Infomaniac, ils ne sont pas dans la bonne échelle de grandeur. Moi, j'avais longuement discuté avec Octave Klabal, fondateur de OVH, et même OVH, qui est beaucoup plus grand qu'Infomaniac, ça reste un tout petit acteur en Europe. Alors, il y a l'ancien fondateur de Yandex, qui était le Google russe, qui vit maintenant en Hollande, qui a fondé une société qui s'appelle Nebius, qui a beaucoup de succès. Donc, voilà, Nebius, super, c'est un peu un cloud qui est bien fait, tout est situé en Europe, c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne société, mais ça reste petit. Ouais. Il faut simplement en être conscient. Je te partage un truc qui est sorti là. Beaucoup de gens ont commenté Ah oui, ouais, en étant un scam, parce que tu ouais. parlais des 75 milliards que Google va investir, Mhm. Microsoft, c'est un peu la même chose. Là, on voit que OpenAI, Alors, ils ont fait un monstre deal avec Oracle de ouais. 300 milliards. On a l'impression que c'est un peu. Alors attention, parce que les 75 que Google, les 75 milliards que Google investit, c'est du vrai argent qui investit vraiment. Ça, c'est autre chose, en fait. Ça, c'est une espèce d'investissement circulaire où, ouais, oui et non, où tout le monde investit chez l'autre avec la promesse, puis ils recyclent de l'argent entre eux. Alors, c'est un peu effectivement limite, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, OpenAI, c'est une société qui est un pari. C'est une entreprise qui aujourd'hui perd à peu près 10 milliards par année. Ça ne fait pas tout à fait 1 milliard par mois, mais disons 800 millions par mois.
ça fait 200 millions par semaine. C'est considérable comme argent. C'était le modèle d'Uber, hein, où en fait, tu prends du financement, puis tu gagnes de l'argent plus tard. Et du coup, je pense qu'il faut voir ça comme une espèce de sécurité et de garantie pour les différents acteurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais investissements, mais ils disent simplement, OK, je vais prendre les chips chez moi, puis toi, tu vas prendre le service chez lui, puis lui, il va prendre cet autre service chez moi. Puis tout le monde se prend des airbags et des ceintures de sécurité pour être sûr qu'ils ne vont pas aller chez un autre fournisseur. C'est une manière d'étouffer la concurrence. Parce que tu fais circuler de l'argent entre les acteurs leaders de l'endroit. Alors, il y a toute une série de raisons pour faire ça. La première, c'est qu'en fait, ça te permet d'avoir un peu plus de sérénité parce que tu sais que tel fournisseur ou tel client va rester chez toi ou ne va pas vendre sa production dans le cas d'un fournisseur à quelqu'un d'autre. Tu vois, si tout d'un coup, NVIDIA, tu leur fais un contrat, tu leur dis, ben voilà, pendant les 3 ans qui viennent, on va vous acheter, je ne sais pas moi, 1000 chips par mois, etc., etc. Puis que dans ces contrats-là, en fait, ils disent oui, oui, c'est en ordre, on signe. Et puis, il y a évidemment toujours une clause qui décrit quelle est la pénalité financière si NVIDIA ne livre pas les chips à temps, parce qu'ils ont des problèmes de production, par exemple. D'accord ? Bon, et puis tu as une pénalité financière. Mettons que tu dois quand même payer les chips. Enfin bref, NVIDIA est obligé de livrer, sinon ça leur coûte des sous. Si maintenant le prix de ces chips augmente, d'accord, parce que la demande est immense, NVIDIA, ils peuvent dire, bon, ben, Younes, t'es gentil, mais on ne va plus te les vendre à toi, on va te les vendre à ton concurrent pour 3 fois le prix. Ouais. Et du coup, toi, tu as cru que tu avais sécurisé ton approvisionnement en chips, et puis, in fine, en fait, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, le fait de se faire des prêts avec des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de 10 ou 100 milliards, c'est une manière pour chacun et chacune de tenir la barbichette de l'autre et de s'obliger à continuer à travailler ensemble. Parce que quand tu as investi dans une société pour qu'elle puisse acheter des chips, tu vas en général pas lui faire un bébé dans le dos. D'accord? Donc, moi, je vois plus ça comme un moment de nervosité entre ces différents acteurs où il n'y a pas une immense confiance. Et puis, ils se disent, on va gagner ensemble. Et une manière, tu sais qu'on faisait ça en fait au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. En fait, quand 2 pays faisaient la paix, on envoyait le fils ou la fille dans l'autre pays. Ouais. Tu sais, on faisait des mariages entre royaux pour dire, bon, ben voilà, maintenant on va être copains. Donc, en fait, en gros, on prend un otage. D'accord? Puis votre fille, elle est chez nous. Puis si vous faites les loulous, ben on va la zigouiller. C'est pas dit comme ça, mais c'est quand même ça que ça revient. Ben ça, c'est un peu la même chose. Simplement, au lieu d'envoyer des gens, ils envoient des sous. À mon avis, c'est beaucoup ça. On parlait de souveraineté. Est-ce que tu penses aussi que, enfin, tous ces, je dis pas que ce sont forcément des menteurs, hein, mais je dis Microsoft qui annonce 80 milliards, Google qui annonce 70, machin et tout. C'est que c'est des sommes immenses. Mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de décourager les nouveaux entrants en disant que voilà, si tu as 100 millions, si tu as 50 millions comme l'a fait DeepSeek, tu peux rien faire. Et nous, en Europe, on se dit, ah bah voilà, un infomaniac, dans notre perception, bah, comme tu l'as dit, Google, c'est 70, et puis infomaniac, tu vas dépenser quoi, 150 000 balles. Ouais. Non, mais ils sont simplement pas à la même échelle, si tu veux. Et je pense pas que c'est une mesure préventive pour décourager. Je pense pas qu'ils mentent, parce que comme ce sont des sociétés cotées, il y a des gens qui contrôlent. En fait, c'est sévèrement contrôlé. Donc non, je pense pas du tout qu'ils racontent des fadaises. Par contre, ce qu'ils font, c'est que eux, ils ont une vision industrielle du business. Nous, on voit ça comme du high-tech. D'accord? Eux, ils voient ça en fait comme la fabrication d'usines qui permettront de fournir l'IA à tout le monde. Ils sont déjà bien des steps plus loin. Nous, on en est encore à se demander si l'IA, c'est bien de l'utiliser, puis on régule. Donc, on est beaucoup de pas en arrière. Est-ce que tu crois ce que tu dis vraiment? Est-ce que tu rencontres des gens qui te disent encore est-ce qu'on utilise l'IA ou pas? Ah ouais. Non, c'est sûr. Tandis que les grands acteurs technologiques américains et chinois, ils ont bien compris qu'en fait, c'était la prospérité de demain qui se jouait. Donc, en fait, ils construisent d'immenses usines, des moyens de délivrer cette IA en masse.
Et pour ça, en fait, il faut faire des investissements en équipement lourd, si tu veux. Il faut acheter beaucoup de serveurs, etc., etc. D'ailleurs, il y a toute une série de discussions sur le temps d'amortissement de ces équipements, parce qu'en fait, si tu mets un chip NVIDIA qui fait tant de calculs aujourd'hui, puis que tu sais que dans 3 ans, le prochain, il fera tant de calculs de plus, tu dois l'amortir très vite. Ça veut dire que si tu mets 1 milliard maintenant, il faudrait qu'il ait été amorti dans 3 ans. D'accord? Ouais. Donc, ce que les acteurs américains font, c'est qu'ils surinvestissent pour être sûr de capturer le marché, parce que la croyance, et je pense que ça va s'avérer être vrai, c'est que dans quelques années, ce sera une technologie tellement utilisée par toutes et par tous et dans toutes les industries, un peu comme l'électricité, qu'ils vont pouvoir continuer à vendre ça pendant des années. Et ce qu'ils veulent, c'est attraper le marché maintenant. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup. C'est ce qu'a dit Zuckerberg, le patron de Meta. Il a dit, enfin, eux aussi, c'est à peu près 80 milliards. Enfin, de toute façon, tout le monde est à peu près dans les 80 milliards. Il a dit, je préfère me tromper que manquer la vague, manquer la vague hier. C'est ça. Donc, en fait, maintenant, il y a un surinvestissement. Après, ça va faire comme en 2000 avec le dot-com. Il va y avoir, les gens vont se dire, oh mon Dieu, mais le stock est trop haut, il faut que ça rebaisse. Bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, ça ne concerne que les investisseurs. Ça ne concerne pas les gens. Ni les gouvernements, en fait, on s'en fiche un peu. Ça va faire flipper les Américains parce que leur croissance, elle dépend de l'IA. Mais l'Europe, elle risque rien puisqu'on n'a pas d'assets. Donc voilà. Il faut avoir la capacité financière d'investir, il faut avoir la capacité technologique de savoir comment et où on va investir. Et c'est maintenant que c'est en train de se jouer, c'est maintenant que se prennent les parts de marché. Pour fermer cette parenthèse, tu penses quoi des déclarations de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a dit durant l'Italian Tech Week que les futurs data centers, genre en 2035, 2040, quelque chose comme ça, ils seront dans l'espace? Ouais, alors il prêche un peu pour sa paroisse. Smoke weed, quoi. Parce que comme il a Blue Origin et puis qu'il fait des fusées, c'est un petit peu comme de dire, vous voyez, j'ai raison. Ouais. Tu vois? Donc, pour moi, en fait, ça n'a pas. Alors, c'est cool d'imaginer qu'on a des data centers dans l'espace. Je dois dire que c'est quand même un peu bonnard, quoi. On imagine le truc. Alors, en termes de capacité de refroidissement, c'est évidemment tout à fait intéressant parce qu'il fait très froid dans l'espace. Donc, ça, oui. Mais il faut aussi envoyer tout ce matos dans l'espace. Et qu'à la tonne, ça commence à faire cher. Donc, si les puces deviennent très petites, on peut évidemment l'envisager, mais si les puces sont très petites, on peut aussi peut-être les garder sur Terre, ça coûtera moins cher. Honnêtement, j'en sais rien, mais ça n'a pas un immense intérêt, en fait. C'est plus une manière de dire, vous voyez, moi, je suis le mec visionnaire qui a préparé des systèmes de lancement dans l'espace, et du coup, il y a une jointure entre l'investissement dans les data centers avec Amazon Web Services et le business des fusées. Est-ce que ça se fera ou pas? Ça n'a pas d'importance. C'est un problème d'ingénierie, en fait. Le jour où envoyer une masse d'1 kilo dans l'espace, ça devient suffisamment raisonnable et que tu arrives à amortir le coût de refroidissement. Mais bon, dans l'espace, quand tu dois aller réparer quelque chose, hein, c'est quand même un peu compliqué. Il faut envoyer des astronautes. C'est quand même pas… Hein, Tu m'étonnes. c'est quand même pas tout qu'ils simple. habitent sur place, quoi, et qu'ils changent. Ouais, ça m'a pas l'air d'être si simple que ça. S'il l'a dit, c'est probablement qu'il a des gens très très forts qui ont regardé le dossier puis qui pensent qu'à terme, c'est ça qui va se passer. C'est possible. Voilà, mais ils peuvent se tromper. Et Dosio, je ne pense pas que ça ait un impact absolument dingue. Si tu veux, on ne connaît pas par cœur la liste des 17 terres rares qui sont en fait des métaux. On ne sait pas tous comment ils sont extraits de la terre. On ne sait pas tous d'où ils viennent. Et en fait, on s'en fiche. Quand on allume un ordinateur, il fonctionne. Donc, vrai. De mon point de vue, c'est hyper cool. Si on y jette un regard de petit enfant qui s'amuse avec des petites fusées puis qui envoie des data centers dans l'espace, c'est méga cool. Je trouve ça super. Mais en fait, on s'en fiche. Ok, ça restera anecdotique. Et puis, et puis même si tous les data centers étaient dans l'espace, c'est so what? On s'en fout, quoi. Ouais. Bah, c'est pas. C'est un rêve de gosse, on dirait un peu, hein, comme il en parle. C'est un peu un truc enfantin. D'ailleurs, les auditeurs le savent sûrement, mais typiquement, les GPS, ils sont obligés, pour rester précis, de compenser la dilatation du temps parce qu'ils sont moins impactés par la gravité terrestre que nous. Donc voilà, c'est des mécanismes relativistes
Personne ne le sait quand il rentre dans une voiture puis qu'il utilise un GPS. On s'en fiche. C'est simplement quelque chose qui fait partie de nos vies, auquel on ne pense pas. Voilà. Et est-ce que les gens savent qu'en fait, quand un satellite se balade en orbite haute autour de la Terre pour te filer un signal GPS, il compense le temps parce que sinon la précision serait nulle? Ben non, en général, on ne le sait pas, puis on n'y pense jamais. Mais bon, c'est quand même le cas. Ouais, je pense que ce genre de détails techniques, ils sont assez peu intéressants et que finalement, on en parle maintenant. Ce qu'il faut toujours se poser comme question, c'est pourquoi on vous parle d'un détail technique et pas d'un autre. Ouais. Tu vois, un hint qu'on peut partager qui m'a l'air beaucoup plus pertinent pour les entrepreneurs, les entreprises et le futur de la technologie, c'est le fait que l'écurie Red Bull en Formule 1, elle a des agents IA qui designent la voiture. Ok. Tu sais, on dit C'est pas toujours ça. que l'IA, ma foi, est-ce qu'il y a vraiment des applications réelles? Ben oui, en fait. Et pourquoi je mentionne cet exemple? Parce que si tu veux gagner en Formule 1, tu dois avoir les méthodes de travail les plus efficaces possibles. Alors, un ingénieur humain, il va se dire, bon, comment est-ce qu'on dessine cette suspension? Voilà, moi, j'ai un peu d'expérience, on va faire comme ceci, comme cela. Et on va essayer de mettre un petit crochet ici pour améliorer telle et telle chose, l'aérodynamique, diminuer le poids, etc. Un agent IA, en fait, il va constamment essayer des solutions pour répondre à une fonction d'optimisation qu'on aura définie, diminuer le poids, diminuer peut-être le coût de production, quoi qu'en F1, ce n'est pas critique, améliorer la robustesse de la pièce, diminuer les effets de fatigue, etc., etc. Voilà. Et en fait, en Formule 1, qui est le truc où l'engineering de pointe est utilisé, ben, ils utilisent l'IA et des agents IA qui font des boucles comme ça pour optimiser les choses. C'est un signe majeur. Ça veut dire qu'en fait, l'engineering de demain, il est fait par des agents IA. Ouais. Et si on va encore plus loin, ça veut dire que l'engineering de demain et l'IA et toutes les technologies à venir, elles sont contrôlées en gros par la Chine et les terres rares, quoi. Donc s'ils coupent vraiment cet approvisionnement, Pas on peut que, être… pas que. Les terres rares, c'est une partie, mais si tu veux, la Suisse, pendant un temps, elle a été en deuxième ligue pour acheter les chips Nvidia. Je crois que maintenant, on est revenu dans leur bon papier, mais pendant un temps, vis-à-vis des Américains, on était dans la liste B. Et du coup, il n'y a pas… Ça veut dire qu'on était un pays peu correct, hein. Ouais. Et je ne sais pas ce qu'on a dû faire pour obtenir de revenir dans leur bonne grâce, mais si tu veux, c'est ça la géopolitique. C'est qu'en fait, les pays ont différentes attributions. Ils créent de la valeur dans un marché global de différentes manières et on ne peut pas être sur toutes les couches, surtout pour l'Europe qui n'a rien aujourd'hui et surtout pour la Suisse qui est un pays microscopique. Donc, en fait, il faut bien réfléchir aux endroits de ce millefeuille où on est performant et puis essayer de prendre des parts de marché dans les couches déjà, qui ont de la valeur et où on peut jouer un rôle. D'accord? C'est pas du tout cuit. Il faut se battre un peu. Et maintenant, en fait, cette chaîne de valeur par rapport au tertiaire, donc l'industrie de la réflexion, l'industrie de la connaissance, elle est en train de changer à cause de l'IA. Donc, en fait, une manière de se positionner, c'est d'être capable de fabriquer l'IA, l'intelligence artificielle. Ça veut dire des data centers, des chips, des terres rares, etc., des modèles. Mais on peut aussi se positionner dans la couche d'après, qui est d'utiliser l'IA pour interagir avec le monde des atomes, le monde réel. Par exemple, ce seraient des sociétés comme Nestlé, des sociétés parce qu'on va continuer à manger, IA ou pas, d'accord? Donc, en fait, on peut se positionner en fait dans d'autres secteurs qui vont bénéficier énormément de l'IA et apprendre à l'utiliser très bien. Tu parles d'IA et puis on parle d'autonomie de véhicules électriques. Tesla a annoncé que bientôt tu pourras prendre ta Tesla et puis elle va te poser devant le resto. Puis ensuite, elle va aller chercher une place de parking et puis quand tu as fini, tu la textes, puis elle revient te chercher et tout. Mais oui. Ça, c'est ouf, ça. À part ça, c'est trop génial. Application. Mais tu te rends compte la galère de trouver une place de parc? Ouais. C'est surtout terminé. nous à Genève, c'est horrible, quoi. Mais oui. Donc, j'imagine dans les grandes villes, Paris, Lyon, des trucs comme ça. Ouais. C'est formidable. Et ça c'est le développement technologique. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas tellement de siècles. On était tous à dos de cheval et en charrette. Hein. Enfin, ouais. On fait comme si
on était arrivé à une espèce de plateau technologique et que inexorablement la vie ne changerait plus. Mais c'est pas vrai. La place de parc, c'est une galère de la voiture maintenant et ce ne sera plus le cas avec la voiture autonome. Si ça se trouve, tu auras un abonnement. Ce sera plus ta voiture, puis tu auras un abonnement de transport qui t'amènera à bon port et puis tu diras, ben voilà, vers 22 heures, j'ai besoin d'un transport vers tel et tel endroit. Et tu auras des abonnements pour, si tu es très fauché, tu prends un abonnement en basse priorité, puis du coup, la voiture, elle vient quand elle vient. Ouais. Et avec un très gros abonnement, tu auras une primauté de cherchage, et puis tu seras transporté tout de suite, voilà, dans une voiture plus confortable. Mais je ne crois pas qu'il faille il ne faut pas trop se réjouir parce que finalement, le problème de la place de parc, c'est un problème qui a été créé par l'homme. Mais le fait de diminuer la quantité d'ennuis qui sont liés à ces technologies, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, à San Francisco, tu grimpes dans une Waymo comme ça. En fait, c'est déjà en place, ça existe déjà. Il y a déjà plus de chauffeurs. Ouais. Alors oui, ça prend quelques années pour se déployer parce que la technologie, elle doit arriver à maturité. Mais je n'ai pas du tout de doute. Enfin, il ne va rien se passer pendant longtemps, puis tout d'un coup, ça ira très, très vite. Tout va se passer d'un coup. Et on constatera que la profession de taxi n'existe plus. Ouais, ça c'est dur à Voilà. accepter, mais C'est comme au ça, moins, c'est quoi. ainsi. C'est Bon, après, pas il faut pour que les tout de gens suite. aient l'argent aussi pour se payer une Tesla. Si tu n'as pas besoin d'un abonnement, enfin, s'ils ne mettent pas ça en Oui, place. oui, mais si tu veux, pour une compagnie de taxi, pour survivre, il faut qu'il y ait un certain bassin de clientèle qui soit susceptible de faire appel à ça. Si le 95% de tes courses, elles sont mangées par des voitures autonomes, tu ne Ouais. vas pas attendre à la gare à 2 heures du matin dans l'espoir d'un éventuel client qui aurait perdu son cell phone Ouais, pour commander un taxi. Tu vois, non. surtout que l'adoption, elle est quand même folle, hein. C'est vrai que les gens qui Ouais. utilisent l'IA, tu n'en as peut-être pas beaucoup, mais tout ce qui est Uber, etc., ça marche super bien, quoi. Oui, puis Tu vois. même, moi, je le vois chez des clients dans des sociétés qui implémentent l'IA, que ce soit pour le service client, que ce soit pour même stimuler la créativité. Les gains de productivité sont de l'ordre de 60 à 70% pour la plupart des tâches, ce qui est absolument énorme. Les gens qui travaillent sur des chantiers qui doivent faire des rapports, ils peuvent maintenant le dicter à leur smartphone, prendre des photos, boum, et ça pond un rapport. Ouais. C'est révolutionnaire. Donc, c'est évident que je peux partager un dessin peut-être, je ne sais pas si je vais le trouver. Il faut, à part ça, qu'on se fasse un spécial innovation technologique en Chine. Mais Parce que oui, vraiment, moi, des personnes avec qui j'ai discuté, toi et des proches qui y vont de temps en temps, apparemment, ils sont vraiment en avance, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit les véhicules avec les BYD, les chemins de fer, etc. Apparemment, c'est vraiment de la folie, quoi. là, je partage un truc que j'ai fait ce week-end avec Xavier, en fait, où on réfléchissait en fait à la structure. On va écrire un article dans la GFI à ce propos. Mais l'idée, c'est de comparer en fait la manière dont une entreprise fonctionne avant l'IA et puis la manière dont ça fonctionne après l'IA. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'une entreprise classique, comme on les connaît tous, quelle que soit sa taille, en gros, on a le produit comme ça dans un bout de la société, puis on a le client dans un autre bout de la société qui est représenté par les vendeurs, mais les gens qui font les produits, ce sont des ingénieurs ou des gens spécialistes du produit. Il y a les opérations, il y a le management, il y a l'ERP dans lequel on a les factures, les fournisseurs, etc. Donc, on est dans un truc très gris, très carré, très organisé où le produit et le client sont deux choses qui sont très éloignées. Donc, en fait, le temps de cycle pour ajuster un produit, il est très long. Et en fait, dans un monde qui a embrassé l'IA, tu as deux couples. Tu as le produit d'un côté et tu as le client de l'autre. Et ces deux choses-là sont très, très proches parce qu'en fait, c'est l'IA qui assemble en fait toutes ces données grâce à des agents IA qui document vibes, c'est-à-dire qui vont regarder ce que le feedback des clients en ligne de manière automatique, tous les emails qu'une entreprise reçoit par rapport à la qualité d'un produit. Donc, les erreurs sont beaucoup plus vite détectées et du coup, le produit est beaucoup plus rapidement changé. D'accord? Donc, c'est une représentation graphique qui permet
de montrer qu'en fait, la structure optimum d'une boîte qui existe à l'ère de l'IA, elle est complètement différente. Ça ne va pas juste être un ajustement du pôle RH ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment C'est il faut holistique. penser l'entreprise vraiment différemment, avec quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose de beaucoup plus organique qui n'est plus du tout dans un délire de RP, c'est-à-dire nom, prénom, numéro matricule, numéro AVS, etc., mais où il y a des documents qui sont en permanence digérés par des agents IA pour améliorer le couple produit-client. D'accord? Donc, c'est vraiment une représentation graphique que j'ai fait moi-même. En fait, c'est mon écriture manuscrite. Simplement, je l'ai mise aussi dans l'IA. C'était du vibe drawing pour mettre ses couleurs. Ce n'est pas de l'aquarelle que j'ai fait moi. C'est l'IA qui a Très fait joli ça. d'ailleurs. Tu vois? Et du coup, je montre ça parce que c'est un petit peu, un peu peut-être compliqué à expliquer comme ça, mais c'est vraiment une réflexion pour voir quel est l'impact de l'introduction de l'IA dans une entreprise et comment ça change en fait fondamentalement le mode organisationnel d'une entreprise. Donc, tout ça pour dire que c'est pas une petite affaire en fait. C'est une grosse affaire d'introduire l'IA dans une entreprise. C'est un petit peu comme de mettre un génie avec 140 ou 150 de QI dans la poche de chacun et chacune, ce qui n'est pas rien. Ouais. Je suis d'accord avec toi à 100%. Voilà. Je valide. C'est un très, très gros changement. Et pour une entreprise existante, ça réveille plein de… ça met en avant plein d'opportunités, mais ça réveille aussi beaucoup de peur chez les gens. Il y a beaucoup de processus qui sont à revoir, de modes organisationnels qui sont à revoir, des morceaux de la société qui doivent disparaître, d'autres grandir. Donc, c'est assez sportif à faire. Ouais. En tout cas, c'est un must. Hein. Ouais. C'est obligatoire pour les boîtes de le faire. C'est pas, on ne fait pas de la promotion que pour faire plaisir à l'IA ou à Google et autres, mais c'est vrai que nous, déjà dans notre cercle premier avec nos amis, des personnes qui ont des boîtes qui nous entourent et nous-mêmes, on l'a fait. Donc, faire cette transformation et celui qui ne la fait pas, il va être out of business très rapidement, quoi. Ouais, c'est sûr. En tout cas, je te remercie. Je pense que on a fait le tour par rapport à la Chine avec un zoom sur l'IA et les tendances. Donc, je pense que ça fait toujours du bien, un rafraîchissement. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Belle journée, Younes. À tout vite. Ciao. Ciao, ciao.